Donc là, on va parler d'un autre sujet, parce que moi j'aime bien les sujets dangereux. Donc là, on va parler d'un autre produit aussi, on va parler de J-Experience et de J-Customer. Et donc là, l'idée, c'est de voir... alors là, contrairement à ce que j'ai fait dans la première présentation, tout ce que je vous ai montré, c'est disponible maintenant. Ce n'est pas dans un futur produit. Là, par contre, on est plus sur de la vision d'avenir, enfin, d'un avenir relativement proche, mais disons que ce n'est pas quelque chose qui est dans le produit à l'heure actuelle. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est une démonstration de ce qu'on peut faire en termes d'intégration. Donc juste un petit rappel pour ceux qui ne sont pas forcément au clair, et ça, je me comprends dedans, parce que pour moi, ça a été relativement récent aussi. Donc J-Customer, qu'est-ce que c'est? Donc c'est notre offre de souscription pour Apache Unomi. D'accord? Donc c'est assez synonyme de, si je vais utiliser un peu les deux de manière au niveau produit, c'est à peu près la même chose. Donc en gros, qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est-à-dire qu'on a dans la souscription donc des bug fixes préautorisés, enfin les choses classiques, des hotfixes, des images Docker, évidemment du support technique avec un SLA, le support de plugins, et aussi, surtout, notre extension, c'est-à-dire l'intégration de 200 connecteurs qui permettront de facilement intégrer Unomi avec d'autres systèmes. Et puis, évidemment, ça, c'est les environnements de développement, c'est juste pour dire que vous n'avez autant que vous voulez, il n'y a pas de restriction. Ensuite, il y a aussi des offres de services, donc le consulting, bien sûr, donc l'aide au développement, l'aide au développement d'applications, au déploiement d'environnement, et le training, bien sûr, qui est quelque chose qui peut être vraiment utile, parce que Unomi est un produit qui est pas forcément compliqué, mais qui offre beaucoup de possibilités, et donc c'est pas une mauvaise idée de... Je ne cherche pas à le vendre, mais je vous le dis vraiment d'expérience. Les gens qui veulent du training, c'est vraiment bienvenu. Ensuite, au niveau développement collaboratif, donc évidemment, Unomi est un projet open source. Vous êtes plus que les bienvenus de contribuer. Mais si, par exemple, vous n'avez pas les compétences, ou vous avez une fonctionnalité que vous en avez absolument besoin, puis vous préférez nous mandater pour la faire, on est là pour ça aussi. Donc, ça fait partie des services. Donc, au niveau de Unomi, donc là j'ai juste dit, ça c'est surtout pour les Américains, donc ça se prononce You Know Me, c'est voulu, l'idée c'est de connaître les visiteurs. Une grande nouveauté pour 2019, c'est que le projet est devenu un projet ce qu'on appelle top level chez Apache. Donc ça garantit une certaine reconnaissance du projet, une visibilité aussi très importante et aussi une certaine maturité. Et ça veut dire aussi que le projet a été reconnu comme indépendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas drivé par une seule société, ce qui était le cas au début, avant qu'il je sais pas comment on dit. Donc Unomi, c'est une CDP, donc une Customer Data Platform. Donc évidemment, qu'est-ce que c'est qu'une Customer Data Platform? Parce que c'est relativement récent. Donc en gros, dans la définition officielle donc, du Customer Data Platform Institute, c'est du logiciel packagé qui permet d'avoir une vue unifiée des clients accessible à tous les autres systèmes. Et ce que nous, on a rajouté par-dessus ça, c'est la notion de respect de la vie privée. Parce qu'en fait, ça avait un certain sens de faire ça dans un projet open source. C'est-à-dire de dire, si on veut être sérieux à propos de la gestion de la sphère privée, dans du closed source, c'est complètement délirant, quoi. Je veux dire, on n'a aucune garantie de ce qui se passe. On ne sait pas. Dans le closed source, ça a un sens parce qu'on peut aller voir. On peut dire, est-ce qu'ils l'ont vraiment fait ou pas? Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant, pourquoi c'est important ces systèmes de customer data? C'est parce qu'en fait, il y a une énorme, une énorme différence entre les attentes du client et ce que l'entreprise peut offrir. C'est-à-dire que le client, il est sur la gauche, il s'attend à ce que tout le monde dans l'entreprise sache qui il est, qu'est-ce qu'il a eu comme historique dans la société, et il n'a pas envie de réexpliquer les choses 4 fois à 4 personnes différentes. Et en fait, la réalité, c'est tout autre. Il y a le CRM qui n'est pas connecté au support, qui n'est pas connecté au... Enfin bref, c'est un peu un cauchemar. Et donc l'idée, c'est d'avoir une architecture qui permet d'intégrer tout ça en temps réel
Et donc je ne vais pas aller trop dans le détail ici parce que ça pourrait prendre beaucoup de temps. Mais en gros, les blocs importants, c'est que Udemy donc, gère des profils utilisateurs, de visiteurs ou de clients, ça dépend comment on les qualifie. Une autre chose qui est très importante, c'est le moteur de règles. Donc un moteur de règles en temps réel. Dès que quelque chose arrive dans Udemy, il y a des règles qui peuvent s'exécuter et exécuter des actions. Il y a la gestion donc, des consentements. Donc ça, c'est aussi très important, surtout pour la GDPR. Donc les consentements sont stockés par visiteur. Donc quand quelqu'un dit sur ses banners OK, eh ben, c'est réellement sauvegardé dans Udemy. Et surtout, Udemy était, à ma connaissance, le premier système à être compliant à la date de la GDPR en open source. Notamment sur un aspect que beaucoup de gens ignorent encore, c'est que les consentements expirent à 2 ans. Donc vous n'avez pas le droit de demander des consentements ad aeternam. Donc ça c'est un petit détail, mais Udemy est compliant avec ça. Ensuite, donc les possibilités d'intégration avec les systèmes tiers, comme les CRM, mais vous allez voir, on peut faire d'autres choses. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec Udemy ou JCustomer? Donc, on peut faire de la personnalisation sur des sites web ou des progressive web apps. Vous avez vu un peu ce genre de choses ce matin. On peut aussi faire la même chose avec des applications natives mobiles. C'est-à-dire que comme c'est tout accessible avec des API, on peut très bien intégrer Udemy avec une application sur téléphone et traquer, donc une véritable application, hein, pas un truc web, parce qu'il suffit de faire des appels à l'API. Je ne suis pas très fier du troisième, mais il se trouve qu'on a un utilisateur qui l'a fait, qui l'utilise en tant que serveur de livraison de publicité customisée, mais bon, ça c'est... comment dire, c'est un marché, il n'y a pas de honte, mais ça a été une surprise. C'est-à-dire que ça fait partie des surprises de l'open source. C'est que tout d'un coup, on a vu ça, et puis le gars nous a dit « Ah, ben, j'utilise ça comme ça ». Et plus agréable, il y a des gens qui ont fait des intégrations avec des systèmes de messaging, comme Slack. Et là, c'est dans le cadre d'un projet vraiment incroyable, quelqu'un qui a utilisé Udemy et Slack et des SMS pour faire le suivi de gens qui sont victimes de dépendance à des substances, soit des médicaments qui ont des dépendances, soit des drogues. Et ils font le suivi de ces gens de manière anonyme à travers cette plateforme. Donc Udemy étant le repository qui identifie, enfin qui suit, pardon, pas qui les identifie, mais qui les suit. Et donc qui permet le résultat de ça, c'est qu'ils ont un meilleur suivi des gens qui s'adressent à eux. C'est un peu comme les alcooliques anonymes, si vous voulez, mais qui seraient stockés dans une CDP. Donc là, le sujet quand même, c'est l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? On la voit dans les téléphones, hein, ça marche très bien. Si je mets blablabla, ça me dit que c'est de la poésie. Sur ma montre, ça me dit que ça ne marche pas sur la montre. Sur la voiture, il y a souvent quand même un humain derrière. Hein. Et puis bon, les chats, j'en parle même pas. Hein. Moi, je comprends pas comment on dit ça. Bref, j'ai un chat, je l'adore, mais des fois, je me demande si tout est allumé. Mais bon, plus sérieusement, l'intelligence artificielle, généralement, on entend par ça le machine learning, même si c'est pas forcément que ça. C'est-à-dire que des fois, des règles toutes bêtes, hein, du genre, quand j'ai fini de regarder un épisode, je mets le prochain. C'est classifié comme de l'intelligence artificielle, mais pourtant c'est juste une bête règle. Donc ça fait partie de l'intelligence artificielle. Donc pourquoi utiliser l'intelligence artificielle avec une CDP? Donc une des applications, c'est d'aider les marketeurs à targeter des visiteurs sans avoir à faire énormément de travail, de pouvoir faciliter la personnalisation, de pouvoir utiliser aussi les données qu'on collecte, c'est-à-dire le comportement des utilisateurs sur les sites, les formulaires qu'ils remplissent, les logins, les dates du CRM, pour entraîner des algorithmes de machine learning. Et évidemment, dans une CDP comme Udemy, on a des datas partiellement structurées, qui permettent de facilement extraire de la donnée et de l'utiliser pour le training. Et évidemment, l'autre truc, c'est que les CDP étant vraiment des systèmes généralement utilisés en temps réel, ça permet d'utiliser les résultats en temps réel pour des customisations clients. Customisation visiteurs.
Alors maintenant, j'ai parlé de ça en général, mais là, on va revenir dans le monde de l'open source. Alors pourquoi c'est intéressant de faire ça avec des systèmes, des implémentations open source d'intelligence artificielle et des CDP open source? Alors là, c'est notre vision, mais c'est vraiment le seul moyen de véritablement garantir un respect de la sphère privée, parce qu'à nouveau, c'est de la transparence. Ensuite, on a la partie GDPR, et ensuite, l'autre chose qui est très importante, c'est qu'avec un CDP comme Udemy, on peut le déployer en interne ou sur un cloud, un private cloud ou n'importe quoi. Et ça veut dire qu'en fait, on n'a pas de données visiteurs ou clients qui vont à des tiers. Ce qui est quand même assez important parce que si vous faites par exemple ça avec Google Analytics vous vend très cher l'accès aux données RAW. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment accéder aux données que Google a collectées pour faire du machine learning, eh ben, ça coûte très cher. Ce n'est pas du tout gratuit. Et finalement, voilà, donc on n'a pas les dépendances sur les third parties. Et comme là, je vous disais, on peut aussi déployer tout ça sur un laptop. Donc pourquoi Apache Prediction.io, qui est donc le framework de machine learning que j'utilise ici? Parce que c'est un API REST très simple à utiliser. Il a beaucoup de templates. En fait, les templates, c'est comme des algorithmes, si vous voulez, qui sont déjà prêts à l'emploi. C'est aussi un framework de machine learning totalement intégré. Donc, il n'y a pas besoin de déployer d'autres choses, à part les serveurs de stockage. Donc, il utilise des frameworks open source aussi, donc, comme Spark, l'implémentation machine learning de Spark, Elasticsearch, Postgres et HBase. Dans le cadre de cette démo, j'utilise uniquement Postgres. Et aussi parce qu'il a du querying en temps réel. Donc ça permet de vraiment avoir des interactions. Oups, voilà. Donc en deux mots, Prediction.io, son architecture, elle est assez simple. Donc on a un serveur d'événements auquel on envoie les événements, et après on a un engine qui en fait des queries en REST et on récupère les résultats. Donc là, ce qu'on va voir rapidement, parce que je crois que on commence à être en retard là. J'ai pas beaucoup de temps. Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'en exemple, si ça marche, un visiteur qui va interagir avec une page web ou avec une progressive web app. Dans notre cas, ce sera une page web. Ensuite, donc, lors de cette interaction, Udemy va être appelé depuis un bout de JavaScript qui s'appelle le WebTracker, qui fait partie de Udemy. Les événements sont envoyés à Udemy et lors de ces événements, il y a une règle qui va être exécutée. Cette règle a des actions, une, qui va appeler le moteur d'intelligence artificielle, donc Prediction.io, et lui dire « Donne-moi les prédictions que tu peux faire sur cet utilisateur ». Et finalement, on récupère les résultats qui remontent tout en haut à la chaîne et pour personnaliser la page. Et tout ça en temps réel. Donc l'algorithme qu'on va utiliser, c'est un algorithme qui s'appelle lead scoring. Et donc l'idée ici, c'est basé sur le comportement de l'utilisateur, donc simplement les choses qu'il regarde. On va essayer de déterminer la probabilité qu'il devienne un lead, c'est-à-dire qu'il devienne un client qui va acheter quelque chose ou s'abonner ou autre chose. Normalement, on est censé utiliser des vraies données pour entraîner ces algorithmes. Dans le cas ici, j'ai un simulateur qui génère les données, mais normalement, on utilise les vraies données. Et l'avantage de cet algorithme, c'est qu'il a besoin de très très peu de données. C'est-à-dire qu'il lui faut juste l'URL de la page, l'URL du referrer et le navigateur. Et à partir de ces trois données-là, il arrive à calculer une prédiction. C'est quand même assez étonnant. Ce que je ne vais pas faire dans cet exemple, c'est j'ai déjà lancé le serveur Prediction.io, j'ai déjà initialisé et entraîné l'algorithme de lead scoring, j'ai déjà mon Elasticsearch qui est déployé, mon Udemy qui fonctionne et mon Jaya avec GExperience installé. Donc ça, je ne vais pas la rentrer là-dedans. Donc on va rentrer dans la démo et puis j'espère qu'on va pouvoir rapidement regarder tout ça. Alors, on va sortir de là. Donc, avant la démo, je vais juste vous montrer très rapidement comment c'est intégré avec Udemy, parce que c'est quand même l'intérêt. Voilà, est-ce que c'est assez, ouais, c'est assez grand.
Alors, là, la différence, c'est qu'on n'a pas contrairement à ce que j'ai montré tout à l'heure, on n'est pas dans le cas d'un module Jaya. On est dans le cas d'un plugin Unomi, d'accord? Donc, c'est aussi, si vous voulez, la même chose qu'un module, mais du côté Unomi. Donc, en fait, ici, il n'y a pas grand-chose dans mon module, en fin de compte. Ce qu'il y a ici, c'est une règle qui dit que lorsque je reçois un événement de type vue, je vais exécuter une action qui s'appelle Predictive Lead Scoring Action, d'accord, que j'ai implémentée dans mon plugin. Et en gros, c'est tout. Maintenant, si je regarde ce que j'ai dans cette action, donc là, on a un peu des choses à hardcoder, hein, je ne vous cacherai pas. Ça, c'est l'URL vers l'API de Prediction.io pour faire une query, d'accord? Donc ça, c'est en local. J'ai ici, je peux lui demander les queries ici. Et en fait, ici, dans mon action, je vais simplement lui dire récupère le lead scoring, d'accord? La valeur du lead scoring. Et en fait, ici, quand on regarde, alors je ne vais pas aller dans le détail, mais en gros, ce que je fais, c'est que j'extrais de l'événement que j'ai reçu dans Unomi, j'extrais l'URL de la page que j'ai regardée, l'URL du référeur, et puis après, ici, je récupère aussi le User Agent Name, donc c'est le navigateur, c'est l'identifiant du navigateur. Avec ça, je crée un objet que j'envoie à Prediction.io, et lui, alors je fais ça ici, execute, et en fait, ici, je récupère la réponse de Prediction.io qui va me donner un score. Donc c'est un score, c'est le pourcentage, c'est la probabilité qu'il devienne un lead. Et en fait, ce que je fais ici, c'est qu'ensuite, je stocke dans le profil utilisateur, je stocke le pourcentage que j'ai obtenu de Prediction.io. Et en gros, après, c'est une gestion d'erreur, mais c'est fini, quoi. En gros, là, je dis juste à Unomi que le profil a été mis à jour, et Unomi saura automatiquement qu'il doit le sauvegarder à la suite de cette action. Voilà, donc, alors là, par contre, j'ai un doute. Je crois que je n'ai pas déployé ça. Alors... Ah si, c'est bon. Voilà. Donc, alors là, c'est un peu petit. J'espère qu'on va pouvoir... Voilà, alors... c'est où? C'est ici, voilà. Donc là, ce que j'ai fait... Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ce que je vais vous montrer... J'espère... Ah oui, c'est parce que c'est très grand. D'accord. Là, c'est un exemple d'intégration avec un site statique. C'est-à-dire que là, je n'ai pas un site Jaya, j'ai un site statique qui est connecté à Unomi. D'accord? Et donc, en fait, on a intégré le web tracker de Unomi, qui est donc juste un bout de JavaScript qui va traquer ce que je fais sur les pages. Donc, en fait, ici, j'ai une page. Et en fait, ici, j'ai deux variantes. J'en ai une qui me dit « ready to buy » et j'en ai une autre qu'on ne voit pas à l'heure actuelle qui dit qu'on va donner plus d'informations. Et en fait, ici, si vous voyez, alors c'est très petit, je ne sais pas si je pourrais l'agrandir, je vais essayer. Attendez, c'est quoi? C'est comme ça. Voilà. Voilà, j'espère que j'arrive à le mettre sur l'écran. Voilà. Ouais, bon, il y a la partie de droite qui est tronquée. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire derrière, mais en gros, ici, j'ai juste une ligne qui, dans les logs, m'indique le score courant qui a été retourné par Prediction.io. Donc en fait, ici, on voit qu'on est à 87%. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités que mon lead, que ça donne un lead. Donc c'est pour ça, en fait, que sur la page, on a aussi un bout de JavaScript qui fait la personnalisation qui dit s'il y a plus que 70%, excusez-moi, je suis suisse. S'il y a plus que 70% de probabilité qu'il devienne un lead, il faut lui afficher cette version-là. Par contre, et là vous allez voir, tout ce que je fais, c'est de la navigation en temps réel. S'il va voir la page 3, puis qu'il revient sur la page 1, eh bien, la probabilité a changé. Et donc ça veut dire que j'affiche, dans ce cas-là,
plus d'informations parce que le type n'est pas encore prêt à acheter. Donc en temps réel, on est en train de recalculer avec le machine learning la probabilité que l'utilisateur achète. Et donc, par exemple, si je reviens sur... alors après, je ne me rappelle plus, parce que j'utilisais justement des données synthétiques, comme ça, c'est reproductible. Sinon, évidemment, ce serait beaucoup plus dur. Voilà. Donc, s'il revient sur la page 2, puis ensuite il revient sur la page 1, eh bien là, il est à nouveau repassé dans la probabilité plus haute. Donc là, évidemment, c'est sur des données synthétiques, mais il faut imaginer qu'on peut utiliser ça sur des données réelles, donc de navigation des utilisateurs sur le site. Et l'autre chose qu'on voit, c'est que c'est totalement sur du statique. Je n'ai pas de Jaya qui tourne, j'ai juste un Unomi. Maintenant, on va rajouter le Jaya. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que avec... Alors là, par contre, ouais, j'ai tellement zoomé que j'ai des overlaps. On va essayer de revenir à... Voilà. Donc ici, maintenant, si je vais au niveau de J-Experience, alors là, ça, j'avais déjà préparé, mais on aurait pu le refaire à chaud. J'ai rajouté ici en bas, alors je vous le lis hein, parce que je sais très bien que c'est trop petit, j'ai rajouté une carte qui s'appelle Machine Learning, dans laquelle j'ai rajouté une propriété qui s'appelle Lead Scoring Probability, et qui va donc être la valeur que j'ai stockée dans le profil, si vous vous rappelez du code de l'action tout à l'heure. Donc ce que ça veut dire, c'est que ici, je vais pouvoir aller voir mes visiteurs. Et si j'ai pas de... Voilà. Et là, je peux voir aussi dans mon interface de J-Experience, je peux aller voir la valeur de la probabilité qui a été calculée par le machine learning. Et le corollaire de ça, c'est que maintenant, je peux tout à fait utiliser ça. Alors, attendez, où est-ce que je... Dans mes pages, voilà. Je peux utiliser ça pour J-Experience pour faire de la personnalisation. Donc en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai défini une zone de texte avec deux variantes. Et si je vais voir les conditions qui sont là, j'ai donc ici une condition sur la propriété que j'ai définie, qui vient du machine learning, où j'ai dit, si elle est plus grande que 70, eh bien, j'affiche cette variante, et sinon, je fallback sur l'autre. Donc ce que ça veut dire, c'est que si j'affiche cette page en live, voilà, donc ici j'ai cette variante-là, et donc si je vais voir ici, je suis toujours à 72%. Donc on va... attendez, j'ai perdu ma fenêtre maintenant. Voilà, on va essayer ça, et revenir ici. Donc là, je suis à 67. Et puis, voilà. Donc là, ce que je viens de vous faire comme démo, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est que j'étais sur un autre site. Ma navigation sur mon autre site a changé mon profil qui est partagé entre mon site statique et mon Jaya. Et donc, la personnalisation dans mon Jaya a changé. Et tout ça avec le même Unomi derrière, en fait. Donc ça vous montre aussi la possibilité d'utiliser sur des sites qui sont totalement déconnectés à travers Unomi de la personnalisation avec du machine learning. Alors, j'ai presque fini. Donc, à l'heure actuelle, les données pour entraîner le moteur de machine learning sont générées avec un script Python, mais l'étape logique, ce serait de les extraire d'Elasticsearch. C'est-à-dire que j'ai tout mon historique de navigation d'Elasticsearch, donc ce serait juste de faire un moteur, un petit script qui extrait ça et qui l'utilise ensuite, il l'injecte dans le moteur de machine learning. Donc ça, c'est pas un gros problème, hein, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Je précise que tout ça, ça a été fait en 2 jours, hein, toute l'intégration, y compris l'installation de Prediction.io. C'est moi qui l'ai fait, oui. Maintenant, la chose, c'est que dans ce que vous avez dit, il n'y a rien de spécifique à Prediction.io, vraiment. Enfin, je pourrais le faire avec n'importe quel autre moteur. J'aurais pu le faire avec... Donc, en fait, là, on a juste fait une action qui est spécifique à Prediction.io, mais on aurait pu en faire une autre qui fonctionne avec TensorFlow ou Amazon ou Google, c'est égal. Donc, il faut juste initialiser les appels vers le moteur.
Après, on peut aussi, bien sûr, utiliser des modèles différents. Là, j'ai utilisé un modèle de lead scoring, mais on pourrait aussi l'utiliser, par exemple, pour faire de la recommandation produit, avec exactement le même système, avec des vues sur des pages produits, etc. On pourrait très bien utiliser ça pour faire de la recommandation. Et voilà, donc là, je vous ai donné quelques exemples. On a notamment un partenaire, Decide.ai, qui est ici, qui fait aussi des exemples d'intégration machine learning avec Udemy. Donc, s'ils sont encore là, vous pouvez aller leur parler. Le code source de cet exemple est disponible dans notre GitHub, en public, donc il ne faut pas hésiter à aller voir si vous voulez. Et voilà, si vous avez des questions, je les prends volontiers. Oui. Est-ce qu'il a fallu passer par une phase de qualification justement pour le machine learning des URL? Parce que dans la base, on a toutes les URL appelées. Par contre, savoir laquelle est une transformation en lead en fait. Oui, alors il faut en fait, dans l'extraction, il faut pouvoir identifier les parties, on va dire, de navigation et les parties de qualification. C'est-à-dire que cette personne est effectivement devenue un lead. Donc ça veut dire qu'une des façons de faire ça, ce serait de dire qu'on a un événement qui qualifie le lead. Et comme ça, on peut rechercher d'abord ces événements-là et ensuite extraire les données par rapport à ces utilisateurs-là. Mais ça, c'est pas très compliqué, parce que si on a l'événement, c'est facile. Typiquement, l'événement serait l'événement d'achat, c'est-à-dire que la personne a acheté quelque chose. Et donc, si l'événement est présent dans Udemy, on peut ensuite retracer, vu qu'on a tous les événements pour un profil qui sont stockés. Donc ça, c'est pas, à mon avis, pas un très gros problème. D'autres questions? OK. Alors, merci beaucoup.